le Palais du Peuple ce samedi pour prendre part à la cérémonie officielle d'ouverture de la session extraordinaire. Après le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont directement examiné le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et les entités territoriales décentralisées. Le point avec Crispin Tibassou. Après avoir été convoqués par les bureaux de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont répondu au rendez-vous ce samedi 4 juillet dans la salle des spectacles pour la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire. Après lecture de la décision convoquant cette session par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement congolais Obebinaku a fixé l'opinion sur le perspective des matières prévues au calendrier de cette session parlementaire. L'alignement de la loi sur la répartition des sièges est diversement commenté. On ne peut pas participer à un travail dans ce sens-là où vous adoptez une loi aujourd'hui et après cette loi va être rendue caduque dans les 3 mois qui vont suivre. On dit les faits précèdent le droit, ce n'est pas le droit qui précède les faits. Donc il faut reporter cette loi pour la session de septembre après l'enrôlement des nouveaux majeurs. Pour les élus de la majorité présidentielle et de l'opposition citoyenne, l'examen de cette disposition s'impose pour la détermination du nombre de sièges. La loi sur la répartition des sièges va nous aider à compléter le processus électoral. Vous comprenez, avec les soucis du chef de l'État de l'apaisement lors des élections, il est souhaitable que tous les esprits de la majorité comme de l'opposition se mettent d'accord sur l'essentiel. Je suis très intéressé par cette loi parce que ça concerne chaque député par rapport à sa circonscription électorale. Si par rapport à la Constitution, une session convoquée par le chef de l'État, un groupe se lève, nous ne viendrons pas. Mais ces gens, s'ils étaient censés, s'ils avaient leur tête sur les épaules, devraient démissionner comme députés d'abord. Après la cérémonie d'ouverture, les députés nationaux ont procédé au vote du projet de loi sur l'organisation et fonctionnement des services publics, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Plus de peur que de mal, la population congolaise peut consommer normalement la viande de volaille puisque le conteneur de la marchandise dite impropre à la consommation est bloqué à Pointe-Noire en attendant son retour dans son pays d'origine. C'est la mise au point des ministres du Commerce, de la Santé publique et celui de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ainsi que le directeur général de l'Office congolais de contrôle qui était face à la presse ce samedi. Il n'y a pas une seule volaille affectée par la grippe aviaire en République démocratique du Congo. Aucun poulet infecté du virus de la grippe aviaire n'a franchi les frontières de notre pays. Nous vous rassurons donc que la consommation de la viande de poulet ne présente aucun danger pour la population congolaise. Les ministres de la Santé publique, du Commerce, de l'Agriculture, Pêche et Élevage et le directeur général de l'Office congolais de contrôle étaient face aux journalistes pour éclairer l'opinion nationale sur une folle rumeur faisant état de la présence de cette maladie sur le territoire congolais. La vente et la consommation de la viande des volailles en provenance de Turquie étaient même déjà interdites. Des précautions sont même déjà prises pour que des conteneurs en attente à Pointe-Noire des transités vers Kinshasa rebroussent chemin. Il y a eu les analyses qui ont été faites et on a donné un certificat sanitaire d'importation à l'exportateur, mais par la suite, ils se sont rendus compte que la culture et les examens approfondis au PCR et autres examens ont montré qu'il y avait la présence du virus AH5N1. Donc logiquement, on a renvoyé vers le port qui a envoyé cette cargaison. La décision du gouvernement était donc salutaire. Toutes les décisions prises par le gouvernement dans la gestion de ce dossier l'ont été dans le seul et unique but de protéger la santé de la population congolaise. La grippe aviaire est une maladie animale. Cependant, dans quelques cas répertoriés par l'Organisation mondiale de la santé, ce virus a pu se transmettre à l'homme par le biais des sécrétions respiratoires des animaux infectés, lors d'éjections ou les plumes et les poussières essuyées. Seules les personnes en contact étroit, prolongé et répété avec les animaux malades, sont exposées à une contamination par ce virus. Mais dans tous les cas, la RDC, elle, est hors des dangers.
Dans l'actualité également, cette affaire que vous connaissez sans doute, celle de la petite Godelive Nzuzi, 4 ans, violée et battue jusqu'à la mort. C'était il y a un mois. Ce samedi a eu lieu ses obsèques aux frais du gouvernement via le ministère du Genre. Le violeur, quant à lui, est condamné à la prison à vie. C'est un reportage de Jimmy Mavouba. L'effroyable histoire a fait le tour du monde. Godelive Nzuzi Bikoko est trouvée morte après des sévices et un viol. La petite n'avait que 4 ans. Plus d'un mois après, le corps est sorti de la morgue de Kassangoulou pour un dernier hommage et des obsèques prises en charge par les ministères du Genre. Et pendant que Godelive Nzuzi est porté en terre, les procès de son bourreau est proche de son dénouement. La prison à perpétuité est requise, même par sa propre défense, tandis que la famille éplorée veut, elle, une condamnation à mort. Mais pour moi, il n'y a pas une autre peine que l'État ne peut lui donner. Donc, c'est la peine de mort pour moi. Bijoumoussi Toukat, qui a suivi de précis dossiers, à l'heure des obsèques, appelait les parents à davantage de surveillance des enfants qu'on arrivait à peine à consoler. Godelive Nzuzi s'en est allé précocement par la faute d'un adulte, pour le moins inconscient, que la terre lui soit, comme on le dit en Afrique, douce et légère. Voilà l'autre affaire en justice, c'est le procès de l'assassinat de Floribert Chebeya. La haute cour militaire a siégé au degré d'appel en foraine à la prison centrale de Makala. La cour a entendu le colonel Tony Bogiaga comme renseignant. Il est l'ancien commandant de l'unité canine qui avait un service au sein de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Il a été question pour la cour au cours de cette audience de continuer à vérifier d'une part la présence de Floribert Chebeya aux installations de l'inspection générale de la police nationale congolaise les 1er juin 2010 et d'autre part celle du major Paul Mulambwe aujourd'hui en fuite. La haute cour militaire a soumis au débat le deuxième message écrit en Swahili que Christian Kenga aurait envoyé au prévenu Daniel Mukulaï. Ce message selon lequel ministère public portait des antennes qui couvrent l'inspectorat général où se serait retrouvé Chebeya qui répondait au rendez-vous lui fixé. Alors que l'organe poursuivi insiste sur la véracité de ces SMS, tout en argumentant ses moyens par le relève téléphonique, les commissariats supérieurs principal et son conseil réfutent cette thèse. Il continue à exiger la pièce à conviction qui est le téléphone du prévenu, d'où aurait été tiré le dit message, séance tenante. La cour a entendu le commissaire supérieur Tony Bogiaga, ancien commandant de l'unité canine, dont une jeep de service avait été réquisitionnée par le prévenu Mukulaï le soir du 1er juin 2010. Dans sa déposition, le prévenu a reconnu l'avoir réquisitionnée par une mission consistant à rechercher l'adjoint du chef des services canines qui s'était évadé après son arrestation et pour ses exactions commises lors de l'opération anti-Kuluna. À en croire l'accusation, la dite Jeep retournée à l'unité que 3 jours plus tard et celle qui aurait servi de l'évacuation du corps du feu Floribert Chebeya jusqu'à Mitendi où il avait été retrouvé. Dans le souci d'accélérer l'instruction de cette cause, la Cour a décidé de tenir 2 audiences par semaine, c'est-à-dire chaque lundi et jeudi. Clôturant ce chapitre lié à la justice avec l'ouverture du procès Bosco Taganda qui a été reporté par la Cour pénale internationale au 2 septembre 2015. En outre, la Chambre a décidé que la comparution du premier témoin dans l'affaire débuterait le 15 septembre au lieu du 24 août. Bosco Taganda, accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis en Ituri entre 2002 et 2003. La Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale a reporté les déclarations liminaires dans l'affaire Bosco Taganda, initialement prévues pour le mardi 7 juillet au 2 septembre prochain. La même chambre a décidé que la comparution du premier témoin dans l'affaire débute le 15 septembre au lieu du 24 août. Cette décision intervient alors que la défense de Bosco Taganda, accusé de 13 chefs de crimes contre l'humanité, a déposé le 29 juin une requête en vue de l'ajournement de la procédure jusqu'à ce que les conditions nécessaires soient en place.
La CPI, pour sa part, n'a fourni que peu d'explications pour justifier ce report de 2 mois. Les raisons qui ont été présentées par les conseils de la défense sont confidentielles pour le moment. Tout ce qui est indiqué, c'est que la défense avait besoin de plus de temps pour se préparer au procès. Entre-temps, à Bunia, la capitale de l'Ituri, on regrette un tel report pour les ONG qui soutiennent au quotidien les milliers de victimes, majoritairement des femmes violées. L'attente d'un procès n'a que trop duré. Les victimes attendent beaucoup de ces procès de Tanganda et surtout les femmes et les filles qui ont été victimes de viols et de violences sexuelles. Âgé de 41 ans, Bosco Taganda, surnommé Terminator, est accusé d'avoir joué un rôle central dans les crimes ethniques commis en Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, en 2002 et 2003. Après son inauguration le 25 juin dernier, la nouvelle aérogare modulaire internationale de Njili a accueilli vendredi les premiers passagers en provenance de l'Afrique du Sud. Dans sa belle robe répondant aux normes internationales, les 92 passagers se sont dit émerveillés par ce chef-d'œuvre, fruit de la révolution de la modernité. Suivez. Avec une piste de 4000 mètres et balisage opérationnel, des infrastructures répondant aux normes internationales de l'aviation civile, une pure merveille, ce qui pousse à dire la RDC a un aéroport digne de nom, qui respecte les normes de l'aviation civile internationale. Nous sommes honorés. Je remercie son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, qui a eu cette vision. Loin d'être à l'aéroport de Roissy, nous sommes bel et bien à Kinshasa et c'est beau cadre. C'est la nouvelle aérogare modulaire de Njili, complètement rénovée. Après son inauguration le 25 juin dernier par le chef de l'État Joseph Kabila, c'est le vendredi 3 juillet dernier que cette aérogare a connu ses premiers passagers en provenance de l'Afrique du Sud. 13h45, c'est à bord d'un vol Fly SAA que le tout premier passager de l'aérogare modulaire de Njili ont atterri en présence du ministre des Transports venu pour la circonstance. Un édifice qui n'a rien envié assez de l'Occident, comme en témoigne le passager. C'est normal comme tous les aérogares des autres pays qu'on voyage, quoi. Donc c'est bien que les autorités ont pensé à mettre ça sur le même point que les autres pays. Un processus de modernisation qui s'étend déjà dans différentes villes, dont Lubumbashi, Kisangani et Goma, qui d'ici fin 2015 auront des aérogares dignes de ces noms. C'est un processus qui est en train de se poursuivre concomitamment sur 4 aéroports internationaux. Les mêmes travaux sont en train de se réaliser à Lubumbashi, à Kisangani et à Goma. Et que d'ici à la fin de l'année 2015, ces aéroports auront aussi des équipements, des infrastructures modernes qui seront inaugurées. Avec ces efforts consentis par les gouvernements congolais à travers cette œuvre, la RDC est aujourd'hui dotée des équipements d'aide à la navigation le plus modernes. Écho des partis politiques dans ce journal, l'Union du peuple congolais, UPECO, a organisé ce samedi un rassemblement politique autour de ses cadres militants devant son siège national ici à Kinshasa. Objectif, soutenir les actions du chef de l'État au pays, mais également l'accompagner dans sa vision d'instaurer un cadre de concertation qui est le dialogue national. C'est autour de cette ambiance festive que s'est déroulée cette rencontre entre les cadres membres du Parti de l'Union du peuple congolais devant son siège national à Kinshasa. Le message principal était le soutien au chef de l'État, mais également au dialogue national. Soutenons le président de la République pour le dialogue et le respect du calendrier présenté par la CENI. Et demandons au gouvernement congolais de mobiliser les fonds nécessaires pour la tenue des élections. Nous invitons la communauté internationale à accompagner la RDC dans l'exécution de ces calendriers. Aux grandes nations qui soutiennent la démocratie, d'apporter leur pierre à l'édifice pour l'organisation de ces élections. Occasion aussi pour ces jeunes, partis de la majorité, de lancer un appel pathétique à l'opposition radicale, en l'invitant à venir participer au dialogue qui est le seul cadre idéal capable de rassurer les uns les autres sur le processus électoral. Nous disons, pour l'avenir de la RDC, nul n'est irremplaçable. Et si volontairement il y a quelques partis qui refusent continuellement de participer au dialogue national, l'UPECO
dit que la RDC ne va pas